Bonjour. Je vais faire un petit point un peu sur l'information mondiale telle que je l'aperçois, puisque je regarde ça vraiment du coin de l'œil. J'ai des paramètres qui me permettent de suivre un peu ce qui se passe, non pas par rapport à l'actualité immédiate, mais plus par rapport aux stratégies déjà engagées par les grandes forces qui œuvrent en ce moment. Pour moi, il y a une force, comment je dirais, majeure, qui est celle du World Economic Forum, c'est-à-dire en gros mettre tout en œuvre afin de limiter, un, le développement de l'humanité, et deux, de réduire l'humanité à peau de chagrin. Ça avait été parfaitement expliqué sur, par exemple, euh, comment ça s'appelle ça là. Ah, juste, à Elberton, il y a quelqu'un qui est venu installer des pierres, des granites, en fin de compte, en forme de demi-cercle, un peu dans l'esprit de Stonehenge, et avec des phrases qui étaient écrites en différentes langues, des langues anciennes d'ailleurs, comme le sanskrit, l'hindi, etc. L'anglais, mais pas le français, c'est marrant ça. Bon, bref. Et qui disait que, bon, que l'humanité devait bien se comporter et ne devait pas gérer ses naissances et sa population et pas dépasser 500 millions d'individus. Nous sommes, il n'y a pas que cet endroit-là, hein. Il y a plein d'endroits sur Terre qui réclament ça. Donc diminution de l'humanité de façon drastique. On est 7 milliards, si on doit ramener ça à 500 millions, imaginez bien que les Chinois ne sont pas d'accord. Et les Hindous non plus. Rien qu'à eux seuls, ils font déjà 3 milliards d'individus. Près de la moitié, dans ces deux nations, c'est la moitié des humains sur Terre. Donc quand on parle de réduire l'humanité de 90%, c'est habitué pour les Chinois ou les Hindous d'entendre qu'on veut les réduire de 90%. Ça, c'est des forces qui ne sont pas nouvelles, hein. C'est des forces impérialistes. La nouveauté dans tout ça, c'est que... comment je pourrais dire ça? Grâce à l'intelligence artificielle et aux robots, les élites milliardaires de notre planète estiment qu'elles n'ont plus besoin d'humains pour accomplir les tâches qui permettent de faire fonctionner à peu près le système. Ces gens ultra riches qui ont pris de l'argent par des subterfuges, c'est pas le talent qui fait que toi un milliardaire, hein, ne crois jamais ça. Ça se saurait autrement. Hein. Les circonstances, c'est souvent des communautés. Bref, on a ces fameux milliardaires qui beaucoup viennent de la tech, comme on dit, hein, mais pas que. Hein. Et puis il y avait avant, comment dirais les grandes fortunes qui venaient plus que de la conquête. Euh, Entre autres, l'esclavage, qui était la dernière grande fabrication de grandes fortunes dans le monde, sont basées sur l'esclavage. Toujours sur l'énergie, quoi. Ensuite, les zones de l'esclavage sont passées au pétrole, toujours le même raisonnement. Et puis là, aujourd'hui, la nouvelle énergie, c'est l'intelligence artificielle adossée à des robots. Voilà. On présente à l'humanité, j'ai vu ça, 2, 3 trucs comme quoi, c'est super, hein, comme dit Elon Musk, ouais, tout le monde aura un robot. Qui ça, tout le monde? Il y a déjà des gens qui ont déjà du mal à s'acheter un robot ménager, tout simplement, ou un four. Tu vas reparler à un robot qui va faire le ménage à la place de qui? Le modèle de robot que vous proposez, que propose ce monde, est un modèle qui se propose à des Occidentaux. Or, les Occidentaux, c'est eux qui vont disparaître dans le système. Pour les milliardaires, pour les gens riches, et où il y a du pognon à prendre, c'est encore avec ceux qui en ont encore un peu. C'est en gros, on va dire, la classe moyenne et la classe supérieure des Occidentaux. Et c'est là-dessus qu'ils vont se rabattre, leur faire les poches, les sortir. L'intelligence artificielle, elle cible qui, on va dire? Comme on dit, l'école blanche. Hein, en gros, de cette classe-là, qui va se retrouver très vite au chômage, puisqu'on parle d'une réduction de plus de la moitié des postes d'ingénieurs dans l'année qui vient. Là. Hein, mais c'est certainement beaucoup plus que ça. Il faut savoir une chose, parce que je pense que mon expérience m'a souvent montré ça.
Bon, les gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ce que c'est que la politique, ils ont l'impression que, beaucoup de gens, que l'élu est quelqu'un, comme dans la religion, qui est meilleur que les autres, qui est plus doué que les autres, qui est plus attentionné. En général, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est rare qu'il y ait des élus aujourd'hui qui soient brillants. Très rare. Ce sont souvent des tordus de première, des gens qui viennent à travers des clubs, à travers des trucs obscurs, des officines obscures, qui arrivent avec des programmes parfaitement adaptés qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils doivent faire. Prendre l'exemple du président français qui est un clown de première, inculte, un bâtard qu'on a rarement vu, mais qui a une mission, on la comprend très bien, qui est d'écrouler complètement la France, c'est empêcher la France de pouvoir reprendre pied au niveau des concerts des nations, et c'est ce qui est en train de se faire. Alors il se heurte un petit peu là, parce que bon, du coup, mais l'Afrique, qui elle était charge gardée on dirait de l'aristocratie européenne et surtout française, pour ce qui est de la CEDEAO, franco-africaine, on va dire, mais bon, en gros, c'est la même chose. Là, il s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis parce que tout d'un coup, ces grandes fortunes, tout d'un coup, commencent à perdre du fric. Parce que des pays comme le Mali, comme le Niger, etc., ont décidé de faire sécession et au contraire d'essayer de retrouver des frontières nouvelles qui leur permettent d'avoir une surface politique et économique suffisamment forte et grande pour pouvoir résister justement à tous ceux qui ont des visées sur les richesses de l'Afrique en vue de remplacer les Français, la France, à cause du Mozart de la finance qu'on nous a mis. Je dis bien qu'on nous a mis, il n'y a jamais personne qui a bossé ce mec-là. Il est arrivé, on ne le connaissait pas, tout d'un coup on a dit c'est lui ou c'est l'autre. L'autre il est méchant, l'autre qu'on connaissait bien, on a tout fait pour dire qu'il était méchant. Puis l'autre il dit, vous avez vu comment il a un super beau sourire, regardez sa femme. Maintenant on sait que c'est un mec. Ouais, il faut que vous ferez toutes ces saloperies là. Et bon, on en est là. Moi, ce que je remarque, et j'espère ne pas me tromper, dans les grandes nations du monde, comme la Russie par exemple, c'est une nation qui a, pendant tout le XXe siècle, a été massacrée. Mais j'ai bien massacré. Ceux qui ne sont pas au courant, qui bossent un peu et apprennent leur histoire. Quand est passé les Romanov, on va dire, à Poutine, pour arriver à Helsinki, pour le dernier schmeubel, quoi, on peut dire. C'est 100 millions de Russes qui ont été assassinés. 100 millions. Alors les pauvres types, évidemment, on va dire, ouais, mais c'est entre eux, c'est stalinisme. Ah, c'est qui Staline? Regardez bien qui c'est. Vous verrez bien qui a fait les grandes révolutions d'octobre, les purges. Qui était à la tête de ça? Oui, c'est pas Staline. Staline, c'est un trouillard. C'est pas un homme très intéressant, c'est un peureux, qui, lui, réglait ses problèmes. Dès qu'il était inquiet, il faisait disparaître. Il a été exploité par ceux qui ont créé les deux révolutions d'octobre, la même idéologie. Staline, je crois que c'était un Géorgien en plus. Pas vraiment un Russe. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de Russes, hormis Poutine, qui ont vraiment piloté depuis les Romanov, en fin de compte, cette nation. Ce que je veux dire par là, c'est que quand une nation a perdu la moitié de ses effectifs, la moitié, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, peut-être 300 millions, 250 millions. Je parle de 100 millions à la dernière guerre mondiale, c'est 28 millions de Russes qui ont été assassinés en libérant l'Europe du joug nazi. Mais non, c'est pas les Américains. Prenez votre histoire si vous ne savez pas. C'est pas du tout les Américains, c'est les Russes qui ont libéré l'Europe complètement. Et ils se sont libérés eux-mêmes, ils n'avaient pas le choix. De toute façon, Hitler voulait à tout prix envahir la Russie pour essayer de se faire récupérer les pétroles, machin, truc bidule. Comme avait fait aussi Napoléon, pas pour les pétroles, mais pour à peu près les structures à peu près identiques, l'ouverture sur les mers intérieures, etc. Les Russes ont l'habitude de se faire, de rectifier, je dirais, le sens de l'histoire en Europe. Non, complet. Et c'est bien pour ça que les dingos là, des révolutions d'octobre ont voulu tuer tous les Russes, tous, ils n'en voulaient plus. Pourquoi les mêmes dingos qui ont dit à un moment, en Afrique du Sud, il faut tuer tous les Africains. Comme qu'il n'y aura plus de Noirs, il n'y aura plus de problème. Oui, il y a des politiques qui ont été écrites comme ça. C'est lisible, c'est pas secret, ça existe. Ces gens,
qui ont des idées démoniaques. C'est eux qui sont au pouvoir. Oui, c'est pas. Il n'y a personne de gentil, de raisonnable qui dirige les nations. C'est fini. Aujourd'hui, c'est que des gestionnaires, pas pire qu'un gestionnaire, si ce n'est deux. Hein, des gens pas spécialement érudits, souvent des crétins, peu de culture. Macron est un crétin. Ben, il n'a pas eu besoin de se casser le cul. C'est un imbécile, c'est quelqu'un qui comprend rien, sauf son propre petit intérêt et sa vengeance. Ah, il en veut beaucoup à la France, bah, c'est sûr, il vient d'un monde de l'hétéro-homosexualité, transformisme et compagnie. Et effectivement, beaucoup de ces gens-là ont eu à se plaindre effectivement des autorités françaises et religieuses qui leur ont fait baver de façon extraordinaire. Et ça, je peux le comprendre. Je peux comprendre. Qu'il y a 50 ans, c'était pas bon d'être transgenre ou homosexuel en France. Et ailleurs, hein, d'ailleurs. Mais tu pouvais te retrouver vraiment dans des difficultés, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui ont développé une haine, une colère incroyable envers les institutions nationales et qui, aujourd'hui ayant le pouvoir, se vengent. Il y a de la vengeance, c'est même pas une réflexion vraiment politique. Il y a vraiment dans le genre, je vais vous casser la gueule, je vais vous réduire à rien et tout, je vais faire tout ce que je peux, et ce qui se passe après moi, le déluge, j'en ai rien à foutre. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Et accompagné, bien sûr, avec tous les petits loufiats de service, tous ces petits aventuriers qui, pour quelques sommes, 10 000 balles, 15 000 balles par mois, tous ces journalistes bidons, sont prêts à vendre père et mère pour raconter n'importe quoi, dire n'importe quoi, et entuber tout le monde. On est rentré dans ce monde du mensonge colossal, mais c'est devenu une culture, une principale culture. On va dire qu'avant ça ne l'était pas. C'est un peu plus souple, on va dire un peu, voilà. Qu'est-ce que je peux voir dans tout ça? Moi, ce que je vois, c'est qu'un gars comme Poutine, oui, ça va faire chier, je parle de ça, parce qu'évidemment, dans les médias occidentaux, Poutine, mais puis dans 2 ans, ils vous diront le contraire, ils vont dire, ah oui, mais je le savais. Bon, bref, vous êtes prêt à faire la girouette, c'est votre choix. Mais si vous êtes prêt à avoir un peu d'intelligence et un peu de sagesse, faites l'effort de comprendre ce qui se passe, et puis vous verrez à peu près où on va. Il n'y a pas de miracle dans tout ça. Donc, un type comme Poutine est quelqu'un qui a... Et j'ai rarement vu ça de ma vie, c'est la seule fois que je vois ça. Cet art d'éviter d'aller en guerre alors qu'il a largement les moyens de tout détruire. C'est fort. Mais Cred, s'il avait voulu faire à l'américaine, comme les Américains ont fait en Irak, comme les Américains ont fait partout au Vietnam et autres, si Poutine s'était comporté de la sorte, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'Ukraine du tout. Qu'il n'y aurait plus rien du tout. On ne va pas oublier qu'en 2000... au début des événements, je ne sais plus quand c'était, 22, en 2022 ou 23, je ne sais plus, enfin, bref, il y a un peu plus de 2 ans, les Russes étaient à Kiev. Ouais, toute l'armée russe était autour de Kiev et l'autre il a chié dans son propre le joueur de guitare avec sa bite. Ben, il a eu peur, il a appelé, puis il a dit non, c'est bon, on arrête nos bêtises, on va arrêter de torturer tous les gens du Donbass et compagnie, d'envoyer des bombes sur la gueule tous les jours, et de foutre le feu en brûlant les gens vivants, comme ça s'est fait à Maïdan en 2014. On fera plus, on recommencera plus, mais il faut que vous retourniez chez vous. Poutine, pas oublier qu'il y a une chose à se préciser quand même par rapport à Poutine, par rapport à ce qu'il représente dans l'idéologie qu'il représente. À l'origine, Poutine est quelqu'un de pro-européen, a toujours considéré que la Russie est européenne et se doit d'être un des fleurons de l'Europe. Quand il a pris le pouvoir, il a été encore dans l'idée de croire que les Russes pourront rentrer dans le giron de l'Europe. C'était quand même un peu un vœu pieux, quand on connaît un peu comment fonctionne le système. L'Europe a été créée dans le seul but de contrôler les nations européennes et de les asservir. Ça a été créé par les Américains, par les forces de l'OTAN, par les forces, je dirais, du World Economic Forum, qui était anciennement la trilatérale. Enfin bref, toutes ces officines obscures qui effectivement n'avaient strictement aucune envie que les Russes, tout d'un coup, deviennent les partenaires essentiels des Européens. La preuve, c'est que dès que la guerre a démarré là-bas, qu'est-ce qu'ont été faire les Américains à l'époque de Biden?
faire péter les livraisons de pétrole en Europe. Euh, les deux gros pipelines qui alimentaient l'Allemagne, l'Europe de pétrole ou de gaz, je crois. Bon, ils les ont fait péter dans le but de couper et de créer suffisamment de tension pour que ça ne puisse pas se réparer dans l'avenir. C'est ça qu'ils ont fait. Et je pense que l'intelligence qui a été faite par Poutine, c'est surtout de ne pas créer une situation qui soit irréparable. C'est-à-dire pris par la perversité des Européens et des Occidentaux qui ne savent plus où aller ni quoi faire tellement qu'ils sont arrivés à la limite de tout, puissent réagir violemment et par exemple, je sais pas, les détruire en France, je dirais les arsenaux nucléaires qui sont, on sait où ils se situent, hein, et il a largement les moyens de le faire, hein, mettre Paris, vu les bombes qu'il a, comment il s'appelle, un nom incroyable, une seule. Un seul de ces missiles qui met exactement 4 minutes 30 pour partir de son silo et raser Paris. Et il n'y a plus de Paris, il n'y a plus rien, hein, un caillou. On n'est pas en train de parler de choses, ça n'a pas été fait. On aurait pu faire pareil en Ukraine, utiliser des armes. Regardez les armes, ça a toujours été une guerre de stratégie, une guerre de conquête territoriale, pas à pas, pied à pied. Alors, vraiment une guerre qui peut paraître horrible. Toutes les guerres sont toujours de la dégueulasserie, quoi, hein. C'est des gamins, des jeunes, et des moins jeunes, puisqu'en Ukraine, ils recrutent de façon forcée tous les hommes. Et les femmes, même maintenant, jusqu'à 50 ans, 60 ans, t'as des types qui sont de mon âge. Hein. Ils sont obligés d'aller à la guerre avec des équipements de 30 ou 40 kilos, aucune formation. Bon, bref, c'est juste des cibles qu'on envoie pour se faire canarder par tous ceux qui sont entraînés à tuer ce genre de cibles. Dégueulasserie, honte. Mais le bonhomme n'a pas cédé. Mieux, il s'est renforcé. En Russie, il y a plein de gens, il suffit d'écouter Medvedev, qui représente l'opposition, enfin pas l'opposition à Poutine, mais un complément de pensée qui est pas la modération, mais tout le contraire. Combien de fois il a dit il faut vitrifier, vitrifier, vitrifier. Il fait que ça. Il y a plein de Russes qui disent on en a marre, il faut détruire l'Ukraine complètement, l'assiéger, la prendre, la faire rentrer dans notre palme. Non. S'il a dit non, c'est pas le bon mouvement. Et en faisant sa pénétration step by step, il a récupéré ce qu'il voulait, battant tous ses Sébastopol. Il s'est retrouvé dans une position où la Troisième Guerre mondiale ne démarre pas. L'autre côté, parce que tout était là, il y a l'Ukraine, le feu en Europe, donc on va dire ça comme ça. Après, il y a l'autre dingo là-bas, en Israël, complètement barré, là, boucher, on peut l'appeler le boucher de Palestine. Ce type-là qui s'est permis des choses incroyables, croyant qu'il allait s'en sortir avec les Américains. Tu n'as pas compris encore que les Américains n'ont plus les moyens de dicter leurs lois dans le monde entier, là. Mais il y est allé quand même. En attaquant l'Iran, on a vu ce qui s'est passé, là, c'est Israël qui est en train de se faire détruire complètement. Je vais même vous annoncer quelque chose, au cas où vous ne le savez pas. Hein. Le nouvel Israël, c'est la France. Bien sûr, ils ont déjà prévu ça. Ils ont même essayé de prévoir, essayé de faire renforcer le pouvoir de Macron, quitte à passer dans une totale dictature. Hein. Là, ils sont sous presse. C'est déjà une dictature en France. Mais déjà, il suffit de regarder à l'époque des Gilets jaunes pour se rendre compte que le droit de manifester était interdit, puisqu'on tue les gens qui manifestent, hein. On les éborgne, on les estrope, dégueulasserie. Et bien sûr que toute la, la diaspora israélienne, les jusqu'au-boutistes, sont déjà à Paris et s'y installent et prennent, aux frais de la République, s'installent tranquillement et prennent le pouvoir. Ils ont déjà la presse, ils ont le système politique, quelques grandes fortunes qui les protègent, comme les Rothschild, comme Arnaud, comme d'autres. Et oui, et la France va... D'ailleurs, BHL l'avait déjà annoncé il y a longtemps, le philosophe milliardaire, c'est ça, qui disait que l'origine de la France est israélienne. Oh bah oui, dis donc. C'est vrai que Astérix et Obélix, ça vient directement de Palestine et d'Israël. On est bien d'accord. Ils ont cette vision, et je pense qu'ils vont le faire, et je pense qu'on ne va rien faire pour les empêcher. C'est ça qui est le plus étonnant. Je pense que Macron peut envisager réellement d'être réélu encore, et encore, quitte à ce que ça soit tout bidon. Hein. Ce ne sera pas la première fois qu'on fait des élections
complètement truqué. Hein. Comme on se demande pourquoi ça perdure, c'est toujours le même principe. Il faut donner le sentiment que c'est volontaire, que quoi qu'il arrive, c'est les gens qui le désirent. N'empêche que ce feu qui a été engagé là-bas, donc au Moyen-Orient, hein, a été le deuxième feu hyper important qui engageait quand même directement encore la Russie, le monde arabe, évidemment les méchants, puisqu'ils nous traitent de gentils, on peut les appeler les méchants, sponsorisés entre autres par les Américains. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Le contraire, une fois de plus, que ce que l'autre avait prévu. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir casser la gueule aux Iraniens, bref, réaliser leur grand Israël. Pour vous renseigner, vous n'êtes pas au courant, ça existe. Mais non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que d'abord, je dis, il y a Poutine. Il a largement les moyens de défendre ses alliés. L'Iran fait partie de ses alliés. Et il y a un intérêt. On avait vu à l'époque, lorsque les Américains ont attaqué la Syrie, au début, les Russes avaient mis leur système de défense S-300, le 300, le 400, je ne sais plus où j'en étais à l'époque. C'est-à-dire un système de défense qui empêche même les silos de démarrer. Et les Américains ont essayé, à travers leurs 2 porte-avions, d'envoyer des paquets de missiles sur la Syrie. Et on a appris plus tard que les missiles n'avaient pas pu décoller, du fait de ce système de protection électronique qui a empêché, justement, jusqu'à un certain point, puisqu'à un moment, les Russes ont pris du recul. Je pense que pour des raisons plus iraniennes qu'autre chose, et qui fait que la Syrie a dû capituler très très vite, immédiatement, dès que les Russes sortiraient, pouf, Bachar al-Assad, il a pris ses valises, puis il est parti faire un tour. Laissant sa population en total désarroi, évidemment, aux mains des pires criminels de notre humanité. Et c'est pas ce qui manque. Donc c'était quand même un deuxième foyer. Le troisième foyer pour une guerre mondiale, la Chine avec Formose, comment s'appelle l'île. Je suis resté, moi, à Formose. La Chine qu'ils appellent démocratique. Comment s'appelle l'île? Bref, anciennement Formose, où pendant un temps on a essayé de pousser les gens de là-bas à rentrer en révolution face à la Chine. Et la Chine avait largement répondu qu'il n'était même pas question d'y penser, et que le premier képi qui se balade dans le coin qui n'est pas aux bonnes normes, ça va mal finir. Et effectivement, ils avaient les moyens de protéger leurs décisions, comme quand ils ont récupéré Hong Kong. Les Hongkongais, ils ont dit, les Chinois, ils ont dit, ça se passe comme ça vous plaît pas. On fera une zone économique dans laquelle vous trouverez les avantages, mais le premier qui bouge une oreille, attention, pas pour cul. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les zones comme Shenzhen et compagnie, qui sont un taux de croissance incroyable, fonctionnent très très bien, tout comme Hong Kong, etc. Et c'est sous le pouvoir de la Chine. Et donc ils ont essayé d'engager un autre feu. Et là, effectivement, on aurait eu la position idéale pour la guerre mondiale, puisqu'on a même demandé au Japon de réarmer. Il n'y a pas si longtemps que ça, le Japon n'était pas en armement, il s'est remis à réarmer, je crois, l'année dernière. Et le Japon comprendre que c'est un pays qui était vassal direct des États-Unis, et qui avait quand même pour mission, en fin de compte, de réguler la balance commerciale du dollar dans le monde entier. C'est-à-dire que quand le dollar commençait à carpoter un petit peu trop, hop, on demandait aux Japonais de fabriquer de la monnaie. Par les biais des compensations, ça permettait, de façon aléatoire, à conserver, je dirais, toujours cette hégémonie du dollar qui aujourd'hui reconnaît que ça commence à tomber par terre, tout ça. Malgré que les Japonais ont réarmé partiellement, pas complètement, c'est évident, les Chinois ne l'auraient pas permis, il n'y a pas eu d'embrasement. L'embrasement qu'ils espéraient, c'est-à-dire ceux qui veulent à tout prix détruire 90% de l'humanité, des noms, ouais, ça ne sert à rien de donner des noms, mais on peut dire en gros que tous ceux qui ont beaucoup d'argent, milliardaires, ne veulent pas rendre leur pognon. Ils ne veulent pas. Ils ont tout, mais ils ne veulent rien rendre. Leur système est fait de telle manière qu'ils ne peuvent pas rendre. C'est même pas possible. Et ils en sont au stade à se protéger les uns les autres parce que la seule chose qu'ils ont pour avancer, c'est de se bouffer entre eux. C'est un système qui est fait ainsi et qui a vocation, en fin de compte, à la destruction totale du vivant.
pour permettre à ces gens-là, ces familles, de se maintenir dans leur confort pour 10 000 ans. Quoi. Leur rêve encore un rêve de super âge, de super je sais pas trop quoi. Il y en a toujours eu, toujours eu. Vont-ils y arriver? Ce qu'on peut dire, c'est que les informations que possèdent ces gens-là sont largement supérieures aux nôtres. Quand je vois ce que l'intelligence artificielle est capable de pouvoir apporter comme réponse et comme proposition, j'imagine que c'est eux qui sont propriétaires d'ordinateurs. Donc autant dire qu'ils ne discutent pas pareil. Imaginez, juste comme ça pour illustrer mon propos. On sait aujourd'hui que par Internet, dès que tu vas sur Internet, tu es repéré et on prend des notes sur toi. Qui tu vas voir, combien de temps tu restes, madadi, badada, ce que tu achètes, t'achètes pas, que tu fermes, tu ouvres. À un point tel que j'avais lu une fois un article qui disait que chez Meta, il y avait plus de 35 000 points de référence pour une personne. 35 000 points différents, donc, qui te différencient des points différents les uns les autres et qui te permettent de te personnaliser. Moi, je défie qui que ce soit, là, qui m'écoute, là, de nommer 100 points qui le différencie par rapport à son voisin. 100. Moi, j'ai essayé, on arrive déjà à 50, 80, ça devient compliqué. Bon, en cherchant bien, on peut peut-être y arriver à 100, 200, peut-être 300. Mais 35 000. 35 000 points. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'ils savent de nous que nous on ignore complètement. Mais mieux, c'est comme ils ont la masse pour vérifier des choses, imagine qu'il y a un trait récurrent de ton caractère qui est très particulier et qu'ils ont observé que tous ceux qui avaient ces traits récurrents de caractère avaient tel et tel comportement dans un temps futur. Pas aujourd'hui, mais ça allait générer ça. Eux, tu peux le lire, ça, à partir du moment où tu as 1 milliard de fiches devant toi, 35 000 points de référence par fiche. Quand tu fais des recoupements, tu peux avoir les résultats, et puis c'est un nombre. C'est ça qu'ils savent sur nous. Ils savent très très bien que si on ne disparaît pas, c'est eux qui vont disparaître. Ils savent très très bien que leur situation est complètement inique, illégale, immorale, intenable, sauf s'ils nous détruisent. Et c'est eux. Ouais, les gentils Zuckerberg, les Elon Musk, le méchant Bill Gates, bref, tous ces gens, là, les Bezos et compagnie, mais pas que, hein. Il y a toutes les grandes fortunes du monde, hein. La preuve, c'est que je pense que dans les milliardaires de la tech, il n'y en a aucun qui sont dans Vanguard. Aucun. Même pas Gates, je crois pas. Il y a plus au-dessus. Hein. Il y a les grandes familles qui possèdent ces milliardaires. Hein. Les milliardaires, ils ont de l'argent, mais si moi je possède l'outil qui fait l'argent, d'accord, t'as de l'argent parce que je veux bien, si je veux que tu veux plus, t'en as plus. Les milliardaires que tu sois, on a vu par exemple Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche d'Europe du monde pendant un temps, juste avec un trait de loi et compagnie, le mec perd 400 milliards d'euros en quelques temps, quelques mois ou quelques jours ou semaines. Le mec, tout ça, c'est bidon, c'est complètement affreusement bidon. D'ailleurs, Arnaud, c'est copain à qui bon, bref, même famille. Et ces familles-là, on va prendre les plus célèbres, par exemple Rockefeller, Rothschild, Dupont de Nemours, comment il s'appelle, descendant direct des empereurs romains, la famille italienne, ouais, il y a un trou de mémoire. Bref. En gros, on dit qu'ils sont 13. Un peu de la mystique dans tout ça. C'est possible. Bon, ce sont des familles qui ne communiquent jamais. Hein. Peu de choses qu'on a sur eux, c'est un peu... Bon, c'est rien, quoi, c'est rien. Mais c'est eux qui possèdent tout. Et ces gens-là, on estime que... Parce qu'ils savent ce qu'on va devenir, ils le savent, et ils ont les infos pour ça, que si nous ne tuent pas, ils vont disparaître, eux. Et donc, ils travaillent à ça. Ah, bien sûr, je sais que des gens ont énormément de mal à croire à ce genre de choses. Pour donner un peu de consistance à mon propos, la dernière guerre mondiale, 1939 à 1945, a été voulue par des hommes politiques au service d'une pensée beaucoup plus large.
hein, qui appartenaient entre autres à ces familles. Ça a généré 100 millions de personnes qui sont mortes. Pas de problème, ils ont mis les tampons, envoyez, faites vos tampons. Et ils ont organisé. 1 milliard, ils organisent. C'est les mêmes. Je vais prendre un exemple, encore autre chose, pareil, même époque, un peu plus récent, un peu plus vieux. Les plantations de coton aux États-Unis. Jusqu'au début du XXe siècle, c'était des nègres, des esclaves, qui avaient en charge l'exploitation du coton dans tout le sud des États-Unis. Croyez-vous que les gens qui ont mis en place ce système, les politiciens qui ont accepté cette réalité-là, ils aient disparu dans leur mentalité? Oh, c'était trompé, oh non, maintenant on va devenir gentil, on va devenir woke, ça tout. Mais non. Eux, quand ils cèdent, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est toujours pour être pire après. Pas pire avant, pire après. L'esclave nègre, c'est plus rentable. Paye mieux le prolo volontaire qui doit se démerder pour financer sa propre vie et que tu sous-payes de façon dégueulasse, que tu ne payes même pas du tout. C'est l'esclave idéal. Tu n'as même pas besoin de forcer les gens à y aller, ils y vont tout seuls. C'est ça, aujourd'hui, dans le système dans lequel on est. Il n'y a aucun homme politique qui vienne du monde occidental, qui a des intentions, saines envers l'humanité. Aucun. Sont tous des tueurs et des assassins en puissance. Tous. Et détruire l'humanité complètement, tu leur poses aucun problème. Pour eux, c'est de la gestion. Quoi. Il en est combien? Il en meurt combien? De toute façon, on doit faire disparaître. Il y a des primes. C'est dégueulasse, certes, mais c'est comme ça que ça se passe, la politique. C'est pas quelque chose de gentil. C'est pas ce que vous voyez à la télévision, là, où on vous raconte des conneries, mais alors... jusqu'à ce que vous vous rendez compte, et puis le lendemain, vous continuez à y croire quand même. Moi, j'ai arrêté d'écouter la presse le jour où j'ai vraiment vu un vrai mensonge. Après, terminé le lendemain, fini, j'écoute plus ces connards. Ah, ça va, j'ai perdu mon temps à vous croire. C'est fini. Ben non, moi je m'étonne que des gens, bon bref, ils ont besoin de ça, c'est d'avoir peur, d'avoir faire, vous êtes les meilleurs, vous êtes les moins bons, on est les plus beaux, des trucs de football, quoi, de club, d'être dans le club. Oui, nos élus, dans le monde entier, veulent notre port. Oui, tous. Sauf les nations qui ont déjà fait leur révolution, comme la Chine aussi. La Chine, dernière guerre, 20e siècle, entre 80 et 100 millions de Chinois qui sont morts. Jusqu'aux années 50, la Chine, c'était le pays le plus pauvre de la planète. Quand on parlait de pauvreté ou de misère, en disant qu'avec c'était soit le Biafra, soit les Chinois. Mais là, c'est une nation qui a sacrifié, pas de choix, 2 générations d'affilée pour être où elle en est aujourd'hui. Et quand des gens me disent « Ouais, mais les Chinois, ils vont se... » Qui est-ce qui vont se révolter, les Chinois, là? Pour revenir comme avant? Crever de faim? Non. Ils acceptent de suivre un seul homme, de suivre le parti, puisque c'est quand même un parti, c'est une nation totalitaire. Je n'aime pas très dans le terme, parce qu'il ne représente pas réellement ce que ça veut dire. Mais bon, il est vrai qu'il y a une idéologie forte qui gouverne le tout, mais les Occidentaux aussi, une idéologie forte qui gouverne le tout. Les Chinois ont fait leur révolution, et step by step, à force de sang, de sueur, de larmes, ils ont réussi à se positionner aujourd'hui pour être une nation prospère et viser l'avenir avec une certaine sérénité. Pourquoi voulez-vous qu'ils détruisent tout ça? L'Inde, je prends les grandes nations, l'Inde, lorsqu'il a fallu faire à l'époque de, comment il s'appelait, Gandhi, qu'il a fallu qu'il n'ait pas réussi, puisque Gandhi nous a dit ça. Donc, il œuvrait pour une Inde unie, et ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Les musulmans et les Indiens et les hindouistes n'ont pas pu trouver un lieu d'entente, et donc l'Inde a été coupée en deux, le nord, le Pakistan, où
des musulmans allaient prendre pied, et le reste pour les hindouistes, les bouddhistes, etc. Ce mouvement-là, quand on a parlé d'un mouvement qui s'est passé, non, c'est pas passé en paix du tout, il y a eu plus de 50 millions de morts. L'Inde a perdu aussi, à ne pas oublier qu'elle était sous la domination des Anglais. Hein, l'Angleterre, d'ailleurs, parlait de l'Inde en tant que... comment on disait ça? C'était Lord Mountbatten qui s'occupait de ça. Bref, c'était l'île au trésor des Anglais. Hein. Et tout comme la Chine, d'ailleurs. Hein. Mais l'Inde a réussi, néanmoins, à rentrer dans le monde moderne. Et de façon assez spectaculaire, et en plus, au niveau des métiers high-tech et compagnie, l'Inde s'est très 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 bien positionnée. Quand même, une nation qui a plus d'1 milliard d'individus. Hein. On n'est pas ici au Québec avec 8 millions, le Canada 40 millions, ou la France 70 millions. On est sur d'autres registres là. Et ces registres-là, c'est les registres qui mènent. L'Inde a fait aussi sa révolution. Elle l'a fait. L'Afrique, on ne va pas demander à l'Afrique noire de faire sa révolution. Elle est en train de la faire. L'Afrique noire, ça fait 400 ans, en gros, qu'elle est pillée, massacrée. Bref, elle fait toutes les saloperies possibles et inimaginables. Et aujourd'hui, on peut espérer à nouveau que le panafricanisme développé par certains, comme Traoré et autres, arrive à s'étendre, et a priori c'est possible, puisque les Russes comme les Chinois ont dit que eux, ils optent pour le marché libre, et qu'il n'est pas question de contraindre qui que ce soit à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc laissez les Africains avancer dans leurs choix, et non dans leurs contraintes. Dans cette position-là, il y a de fortes chances que l'Afrique arrive, elle aussi, à faire sa révolution, c'est-à-dire virer tous ces Africains corrompus, même cette idéologie qu'on a laissée aux Africains en leur disant faites des diplômes, avec ça on vous donnera des bons salaires, des postes de politiciens, seule charge à vous de ne pas toucher au système. À l'époque, ils se sont précipités à ne pas le faire. Personne n'a bougé au système. Puis qu'on s'est retrouvé avec des vieux présidents qui sont... Bon, bref. On ne veut pas aller plus loin que ça, tellement que c'est dégoûtant que ça me dégoûte. L'Afrique est en train de trouver une voie qui lui permettra, peut-être, je le souhaite, parce que c'est elle qui va mener le monde, c'est évident, c'est de là d'où vient l'humanité, c'est là où l'humanité se ressourcera encore à nouveau. L'Afrique est en train de faire. Alors l'Amérique, on va parler de l'Amérique, après je finirai pour l'Europe. L'Amérique, en évident que les États-Unis, on voit bien que eux, ils ont encore rien compris. Ils sont toujours à vouloir casser la gueule à tous ceux qui ne sont pas de leur avis, imposer avec 750 bases militaires réparties sur la terre leur diktat hégémonique, sans aucun autre objectif que de tout s'accaparer sans rien redistribuer. C'est ça, le capitalisme américain. Être copain des Américains, en gros, c'est être sûr de se faire vider les poches. Il y en a beaucoup qui ont payé pour comprendre ça. Et ce pays a fait sa force sur le dollar, et le dollar sur le pétrole. En gros, le pétrodollar, c'est, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est... Si tu veux acheter du pétrole, il faut le payer en dollars. Donc les Américains, quand ils se sont occupés de l'Arabie Saoudite, et autres, etc., ils ont dit, ok, gérez le pétrole si vous voulez, mais à condition que vous faites toujours payer en dollars. Et les deux qui s'y sont opposés, que ce soit le patron de la Libye, j'ai oublié son nom, qui a été assassiné de façon dégueulasse, parce que lui, il a accepté que le pétrole puisse être échangé, je veux dire, en joint venture, contre de la main-d'œuvre, contre du savoir-faire, contre d'autres monnaies. Donc ça, les Américains, ils l'ont assassiné pour ça. Pareil pour le barbu, là, l'autre juste avant lui. J'ai des trous de mémoire, mais si vous resituez un peu l'histoire, patron de l'Irak, il n'a pas été le patron de la Libye, le patron de l'Irak, pareil, qui a été assassiné parce que lui acceptait que le pétrole soit payé en euros. Or, si le pétrole pouvait être payé à autre chose que du dollar, le dollar venait à disparaître. Et le dollar, c'est le fer de lance des Américains, quoi. Parce qu'il dit, la dette qu'ils ont, c'est nous qui supportons leur dette, pas eux. Donc c'est assez clair là-dessus. Et où ils en sont aujourd'hui ? Avec une dette record,
Alors, pareil, Blondinet, là, avec son copain Elon Musk, ils ont dit qu'ils allaient voir ça de plus près. Hein, bon, bah, c'est pas bien. C'est conneries, ça. L'Amérique se doit de faire sa révolution intérieure et sans le faire sur le dos de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, comme ils ont toujours fait, en envoyant des dictateurs, en assassinant les présidents, comme l'ancien patron de Venezuela qui a été tué au polonium. Et puis d'autres, hein, je n'ai pas tous les noms, mais il y en a tellement, on a la main à la tête. Hein. Ou alors d'en faire des escrocs, comme l'autre du Nicaragua, je sais plus quoi, là, qui était devenu un gros trafiquant de drogue, je sais plus quoi, pour l'armée américaine. Ah ouais, ça. Ouais, faut pas oublier quand même que les premiers trafiquants de drogue au monde, c'est quand même l'armée américaine. Ben, pour transporter de la canne, il n'y a pas mieux hein, qu'un avion militaire. Ah, qui c'est qui va y fouiller ça? Personne. Bon, d'accord. Comme ça que ça se passe, de toute façon. On ne peut pas être naïf. L'Amérique se doit de faire ce. Comment elle peut le faire? A priori, c'est un début, là. J'ai dit, America's First, revenir sur ces terres. Hein, et remettre ces terres en valeur, relancer une. Bref, redevenir juste américain. Hein. Peut-être dans leur vision plus large, effectivement, de vouloir coloniser le Canada et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, certainement pas, mais en tout cas jusqu'au Panama, à cause du canal. Hein, ça a été clair. Que, bah, je pense que les Canadiens n'ont pas bien compris, là, mais moi je pense que si on réfléchit, on regarde un peu comment est structuré le monde qui est à nous, là, aujourd'hui, ne vois pas comment le Canada peut jouer une carte seule. En plus, en faisant le grand pont avec l'Europe. Ça marche pas. Ça a marché sur l'équipe précédente, mais ça marche plus. Et ça ne peut plus marcher, parce que ça ne veut rien dire. C'était encore perduré, comment dire, des situations qui n'ont jamais été réglées. Jamais. Le Canada qui joue la carte européenne aujourd'hui, parce qu'ils sont restés sur le programme d'avant Trump, fait fausse route. Se trompe complètement, quoi. A déjà vendu une bonne partie de son territoire aux Chinois. Donc c'est l'ouverture, non pas sur l'Atlantique, mais c'est l'ouverture sur le Pacifique. Le Canada, c'est sur le Pacifique. C'est ça son ouverture. Même si le blondinet, justement, si le blondinet en a peur, la force du Canada, c'est la Chine. Ouais, regarde, c'est ça la géopolitique, c'est rien d'autre que ça, quoi. Le Québec, petit État du Canada, a une carte à jouer, une grosse carte à jouer. Son identité culturelle. Elle peut largement rivaliser, et par son économie, et par sa culture et sa diplomatie, rivaliser les Américains, les Canadiens, et toute l'Amérique pour ainsi dire. Le Québec a une possibilité incroyable de rechercher une sorte de neutralité. Moi, je serais. Moi, je suis québécois d'adoption, mais je pense que si le Québec choisit une voie qui ne soit pas une voie de guerre, mais une voie de diplomatie et d'individualisme, de neutralité, parce que de toute façon, ça peut être que ça aujourd'hui. On peut pas. Tu arrives avec qui? Face aux Russes, face aux Américains, ou face aux Chinois, tu vas pas arriver avec trois bonhommes là, bourrés au sirop d'érable pour aller. Bon, bref, c'est pas possible. Alors, est-ce que ça va être fait? Je crois pas, parce qu'évidemment, l'impérium anglais, du dernier empire d'ailleurs, qui existe encore, hein, qui est l'empire anglais. Ah, j'ai des trous de mémoire un petit peu, mais ça concerne l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et d'autres endroits encore sur Terre. Se refusent à ça. Mais moi, je pense que le Québec a une chance incroyable. Je pense que même les États-Unis vont s'appuyer là-dessus. Ça pourrait. Il y a une chance, voilà. Hein, il y a plein de gens qui ont dit ouais, n'importe quoi, renseignez-vous un peu, vous verrez bien que ça marche pas comme ça, la politique. C'est pas des gens gentils ou des gens pas gentils. Et des gens qui ont des métiers. Alors, un métier du politicien, c'est de sourire, raconter n'importe quoi, mais de signer que ce qu'on lui dit de faire. Moi, c'est un métier de théâtreux, de menteur, de pute. Comme disait, pas Jacques Attali, mais à la main, en parlant justement de Micron, là, qui disait que c'était le métier de pute et que l'autre, c'était une excellente. Ainsi, voilà. Il avait en plus féminisé direct. Il a peut-être reconnu, hein.
Et l'Europe. L'Europe, la vieille Europe, on va parler de la vieille Europe. Hein. C'est la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, mais qui n'ont plus trop de place. L'Italie qui est en train de trouver un équilibre, hein, néanmoins un peu nouveau. Hein, mais quand je vois la France qui, surtout les militaires, un général français qui disait ouais, en Afrique, il faut y retourner, il faut leur casser la gueule et reprendre le pouvoir là-bas. Mais tu crois qu'on va te laisser faire aujourd'hui? Tu crois qu'on va permettre à une petite nation comme la France, qui a plus la capacité aujourd'hui d'impressionner le monde du fait que depuis carrément ça, depuis on va dire une trentaine d'années, il n'y a plus des charlots qui dirigent le pays, et pour des vocations, on voit bien, bien différentes que l'intérêt de l'Europe, des Européens, l'Europe doit lâcher, comment je dirais, son racket odieux sur l'Afrique et se mettre à travailler avec ses propres patrimoines, qui n'est pas important, mais qui existe quand même. Et savoir-faire, la tradition, pour la France, le deuxième, comment je dirais, la deuxième surface de côte maritime du monde, quand même, c'est quand même quelque chose de fort. Donc la France pourrait se retourner sur l'eau, vers la mer. Hein, c'est ce qu'on a proposé. On n'a proposé rien d'autre. C'est pas de forêt, on n'a pas de minerais, on n'a que dalle. L'Allemagne, pareil. L'Angleterre, c'est exactement la même chose. Donc je pense que les Européens, aujourd'hui, les élites aristocratiques européennes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en fin de compte, toutes ces têtes couronnées là, qui ont basculé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, sont toutes démissionnées, les reines et les princesses, pour remettre à leur place des cousins, des magouilles à eux. Mais quand ils bougent comme ça tous ensemble en même temps, c'est qu'il y a une politique derrière qui a été engagée. Et je pense que ces gens qui vivaient aux frais de la princesse à rien foutre, voient bien que c'est fini pour eux. Il n'y a pas de destination dans ce sens-là. Et donc ils décident d'engager la guerre totale de manière à empêcher justement ce qu'on vient de leur demander des comptes. C'est là où se trouve l'Europe aujourd'hui. Soit le continuer jusqu'au bout, jusqu'au boutiste, quitte à détruire tout, en espérant qu'on reviendra suffisamment en arrière pour qu'ils puissent retrouver encore à nouveau leur hégémonie sur le monde. Mais non. Les Russes ont dit non. Les Chinois ont dit non. Il y en a d'autres qui ont dit non. Vous devez arrêter de racketter la planète entière et de vous mettre sur le marché du commerce. Les Français ont des jeux, sont des gens qui ont quand même un très beau niveau de formation mondiale, qui ont un très bon niveau au niveau agricole, au niveau engineering, à pas mal d'endroits. Hein. Mais encore faut-il le mettre en valeur, ça, et arrêter l'exploitation, la surexploitation, par exemple, de la CEDEAO. Les 14 pays africains qui tournent sur une monnaie qui est entièrement contrôlée par la France. Hein, le franc CFA, c'est un truc hallucinant. Hein. Bon, on est habitué par le dollar, c'est sûr, mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ces vieilles nations, c'est elles qui sont en péril dans le nouveau monde dans lequel on est, parce que elles ne se sont pas du tout mises à la page, on va dire ça comme ça. Hein. Et je suis désolé, les Chinois, ils sortent pas d'un monde aristocratique, les Russes non plus, les Hindous non plus. L'Afrique, j'en parle pas, l'aristocratie européenne, ils ont compris. Hein. Ça leur a valu plus d'1 milliard de gens disparus, assassinés, l'esclavage, quoi. Et le monde arabe. Le monde arabe a perçu ça aussi assez vite, hein, c'est quand même assez étonnant. Très rapidement, les Arabes ont compris que s'ils ne construisaient pas un monde nouveau, dans lequel ils pourraient continuer à prospérer, mais qui corresponde aux réalités de notre époque, ils disparaîtraient. Et d'où on a vu surgir Dubaï, les Émirats Unis, toutes ces choses-là, les villes incroyables. Hein, on aurait tendance à croire que le pari est tenu. Moi, je pense qu'un désert reste toujours un désert. Oui, il y avait des déserts, reviendra du désert, et puis c'est tout, point à la ligne. C'est pas fait du tout pour aller développer quoi que ce soit. Donc ça va tenir le temps que ça tienne, quoi, 50 ans peut-être encore.
Tu pourrais tout voir tomber. Tu as de misère parce que t'as pas d'assises. C'est trop basé sur, comme on dit, hein, sur le pétrodollar. Et aujourd'hui, moi je pense que bon, là, même s'ils ont essayé sur certains aspects de trouver une perspective, hein, pour les années à venir, je pense que eux aussi devront certainement trouver les bonnes associations pour pouvoir avancer un peu sur ce monde moderne. Alors, moi je ne crois pas à la Troisième Guerre mondiale, je ne crois pas du tout. Par contre, je crois beaucoup à toutes les vilainées politiques, les incarcérations de population, les menaces au niveau du climat, les menaces au niveau de la santé, toutes ces saloperies qui ont été mises en place déjà, qui ont fait plus ou moins de preuves, dans le but de contraindre les gens, de les amener à toujours souffrir, à être de plus en plus malades et à mourir, tout simplement, quoi. À être stérile, à plus faire de gosses. Tous ces politiques-là sont là, hein. La bouffe, quoi, industrielle, merde, incroyable. Quel politicien s'est engagé à dire ça suffit, là, hein, que les machin, tous ces trucs-là, pour faire un gâteau, c'est quoi cette histoire, hein? Mais non, il n'y a personne, ben non, hein. C'est pas là qu'ils vont les toucher, bien sûr. Moi, je ne crois pas à la Troisième Guerre mondiale, j'en suis sûr. Par contre, je suis à peu près certain que les Occidentaux vont disparaître. Déjà, ils font plus de gosses. Plus de gosses, naturellement, que tu veux plus de gosses, hein. Pour les Allemands, ils étaient à 0,8. Hein, imagine bien. Donc, même moins que ça, je crois. Donc, ils font plus de gosses, les Japonais non plus. Ils vont disparaître. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Alors, remplacé par qui? Par d'autres occidentaux, hein, comme pas rêver. Mais oui, je pense qu'on en est là. La forme, on le voit bien déjà. Donc, mon message pessimiste, je ne crois pas, parce qu'il y a une autre chose aussi que je n'ai pas encore dit, mais la planète, elle aussi est vivante. Elle aussi réagit. On sait que les derniers grands bouleversements sociétaux qu'il y a eu il y a longtemps, hein, il y a très longtemps, bien avant les pyramides, ou à l'époque des pyramides, mais pas datés les Égyptiens, mais réellement datés les bâtisseurs, c'est-à-dire en gros 15 000 ans avant Jésus-Christ, elles ont été bâties, enfin, mais même bien avant, on est sur des... on parle quand même à un moment, il y a eu 3 météores tueurs qui ont foutu la planète sous l'obscurité pendant plusieurs siècles. Hein, donc, et puis après, évidemment, un redémarrage de la vie différent. Il y a eu un raz-de-marée gigantesque qui s'est fait, ce qui a créé d'ailleurs la Méditerranée et qui a fait disparaître l'Atlantide, etc. Il y a eu des événements, voilà, naturels qui fait que à un moment les choses changent de cap. On peut espérer cette même chose aujourd'hui, on ne sait pas, personne n'est là pour le savoir, mais la planète peut très bien effectivement remettre de l'ordre dans les grands projets des milliardaires à vouloir tuer tout le monde pour garder leur hégémonie. Demain matin, il peut très bien arriver quelque chose qui fasse que tout change. On ne le sait pas, hein, mais tout ce que je peux dire par là, c'est que les êtres humains sont pilotés, pour ainsi dire, dans le monde occidental, que par des voyous et des truands. Pas nouveau, mais là, ça devient trop insupportable. Hein. Arriveront-ils encore, une fois de plus, à leur projet dégoûtant? Ça, je ne sais pas, mais voilà où on en est aujourd'hui. Et je compte beaucoup sur la planète pour réguler tout ça. Vision à long terme, l'humanité est immortelle. Donc je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Maintenant, nos visions à nous, individuellement, je me consacre où j'habite, à mon épouse, à mes activités, à la nature, à ma santé, et je m'occupe pas de ça. Parce que du reste, je n'y peux rien. Je peux rien y faire. Juste essayer de bien me comporter par rapport à ceux qui m'entourent, et puis voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et j'incite tout le monde à faire la même chose d'ailleurs, hein, à être beau et bien et grand avec votre propre entourage. Et il y a de fortes chances que ça aussi, ça participera largement à évincer cette idéologie mortifère là, des puissants. Hein, comme avait dit Claire Sébrac, qui a été empoisonnée elle aussi, les milliardaires ont déclaré la guerre au peuple. Eh oui, elle avait raison. Et c'est pas nouveau. Ça continue. Bonne journée à tous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.
Bye.